Retour sur le plateau de politique avec nos invités qui sont assez dissipés. Donc Gérard Leclerc de Radio Classique, Bruno Roger-Petit de Challenge.fr et puis Gaël Brustier, donc chercheur en sciences politiques, spécialiste des radicalités et bien sûr Jean-Marie Colombani. Donc on a dit un petit mot de Nicolas Sarkozy. On va écouter Alain Juppé qui continue, qui persiste et signe avec sa fameuse identité heureuse. Je vous propose de l'écouter. Et je persiste et je signe, oui, l'identité retrouvée de la France, son identité heureuse, c'est ce vers quoi je veux vous entraîner et vous conduire. C'est mon objectif, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un constat, mais c'est un projet. Voilà, c'est peut-être un peu le disque rayé d'Alain Juppé, l'identité heureuse ? C'est un peu le problème parce que autant à chaque sortie de Nicolas Sarkozy, on retient ce qu'il a dit parce que ça suscite le débat, ça suscite les échanges. Alain Juppé, ça fait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, que identité heureuse, identité heureuse, identité heureuse, qui est en plus un concept qui, à mon avis, pour le grand public, est difficilement compréhensible. Et donc, c'est une campagne qui est enfermée dans un élément de langage qui se répète à l'infini. Donc, il n'y a pas de feuilleton. Donc, ça ne raconte pas d'histoire. Donc, il ne parle pas... On s'ennuie, quoi, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais non, parce que quand vous parlez à un électorat, il faut lui raconter l'histoire qu'il a envie d'entendre. Bon. Est-ce que l'électorat de la primaire, les Républicains, tels qu'on peut tenter de le discerner aujourd'hui, a envie d'entendre parler d'identité heureuse, puis d'identité heureuse, et puis encore d'identité heureuse? Vous voyez, c'est ça. Il ne raconte pas d'histoire, Alain Juppé. Ouais. Jean-Marie, vous êtes d'accord ou pas? C'est pas une épopée. Oui, je suis à la fois d'accord, mais il ne faut pas accabler Alain Juppé pour la raison simple que Alain Juppé parle au pays. Nicolas Sarkozy parle au cœur, au noyau dur, on l'a bien expliqué tout à l'heure, de son électorat. Alain Juppé parle au pays, c'est-à-dire vous ne le verrez pas prendre des positions électoralistes ou de clientèle parce qu'il pense qu'un jour il peut être président et il lui faut tenir un discours qui soit cohérent. C'est tout le problème, Jean-Marie, c'est qu'il est déjà dans un second tour d'élection présidentielle. Voilà, tout à fait, exactement. Et alors, sur le second tour de l'élection présidentielle, l'avantage d'Alain Juppé reste le suivant, c'est qu'un certain nombre de Français vont considérer que la primaire est en fait le tour décisif de l'élection présidentielle, car Marine Le Pen, celui qui sort vainqueur de la primaire a toute chance. 99 chances. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen sera là. Dans ce contexte, il faut aussi rappeler quels sont un peu les invariants du paysage politique français, qui sont un triple refus. Refus de voir revenir Nicolas Sarkozy, je parle du pays, refus de réélire François Hollande, refus de donner les clés de la maison à Marine Le Pen. Et donc tout cela fait que nos regards convergent vers celui qui est là, celui que nous avons en magasin en quelque sorte, qui est Alain Juppé. Et par ailleurs, Alain Juppé, dont on connaît les rigidités, dont on connaît l'incapacité, au fond, à faire campagne de façon comme pouvait le faire Jacques Chirac, par exemple, ou comme peut le faire Nicolas Sarkozy. Eh bien, ça peut être aussi un avantage par rapport à Nicolas Sarkozy comme à François Hollande, parce que ces deux-là nous ont déshabitués à une présidence, au fond, un peu solennelle, comme les Français aiment. Alain Juppé est la figure présidentielle. Il est une figure présidentielle. Et en cela, ces handicaps peuvent être des avantages. Donc la bataille n'est pas finie. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat pour une primaire et Alain Juppé est sans doute le meilleur candidat pour le premier tour et ensuite le deuxième de l'élection présidentielle. Alain Juppé, moi, il me rappelle, il y a un côté sérieux, modéré, etc., qui rappelle Raymond Barre, qui rappelle même Édouard Balladur. Le problème, c'est que justement, c'est deux qui n'ont jamais été élus président de la République. Donc chiant. Oui, que vous l'avez, comme vous dites, un peu chiant, et puis qui ne fait pas, je sais pas, les Français ont préféré Mitterrand à Rocard, Chirac à Raymond Barre, et Chirac de nouveau à Balladur. Voilà, la réalité, elle est là. Même si, ensuite, après coup, ils disent ils admettent tous. Mais il est sérieux, il est homme d'État, il est. Oui, mais il fait pas rêver, mais en plus, une personnalité un peu quand même. Il y a aussi ce risque-là. C'est-à-dire, que va donner Alain Juppé au moment de la campagne, quoi, dans l'essoreuse, lessiveuse de la campagne. Mais est-ce que d'un autre côté, c'est bien dur, quand au moindre, on fait rapidement, on dérape, quoi. Et là, c'est côté cassant, c'est vrai qu'il y en a. Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec l'idée qu'un homme politique fait rêver et qu'un homme d'État fait rêver? Pas. C'est un truc de journaliste, ça. Oui, non, c'est pas journaliste. Rationnellement, vous avez raison.
raison. Le problème, c'est que c'est le problème de l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Voilà. On est quand même le seul pays quasiment qui fasse ça, avec cette espèce de système bâtard entre un régime parlementaire et un régime présidentiel. Et voilà, c'est la France. Mais c'est effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que l'un des gros problèmes, l'une des raisons de ce qu'on appelle le mal français, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Non. Non, ça, les Français n'arriveront pas en arrière. D'abord, il y a une difficulté, je pense que sur la question de la primaire, c'est qu'en fait, on essaye d'articuler malgré toutes les qualités de la primaire, à mon sens, qui permettent de renouer avec des citoyens, de leur refaire faire de la politique à des citoyens qui n'étaient justement pas dans les partis, c'est d'articuler en gros, si vous voulez, la primaire de Frank Underwood telle qu'on la voit à la télé, et s'asseoir sur le trône de Philippe Auguste. C'est de ce problème-là naît aussi les difficultés. On voit l'un est bon candidat à la primaire, mais mauvais prétendant au pouvoir régalien, etc. Deuxième chose, Alain Juppé fait partie à une identité politique très claire. C'est une droite qui a rêvé de transformer la vieille droite qui croyait en l'État, en la nation, etc., gaulliste, en un centre-droit libéral européen. Et c'est un peu comme Christophe Colomb qui a cru découvrir les Indes. Il a découvert un autre continent, c'est celui de la droitisation. Et là, Sarkozy est meilleur là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il reprend ce qui avait fait l'espèce de livre de chevet du berlusconisme, et au fond qu'on pourrait reprendre pour toute la droite européenne, la peur et l'espérance. Et il active en ce moment les peurs. C'est-à-dire que, alors après, il remet les espérances au curé qui est plus fort que l'instit, il remet les espérances à une vision de la France très 1965, voire 1935, mais par contre, il active toutes les peurs, et Alain Juppé vient parler d'une identité heureuse, dont fondamentalement, effectivement, comme disait Bruno, on ne comprend pas vraiment les contours pour le grand public, ça ne marche pas. Les Français ne sont pas heureux dans leur... Vas-y. Je veux juste rajouter un mot. Ce qu'a dit Jean-Marie aussi, je rejoins tout ce qu'il vient de dire, mais ce qu'a dit Jean-Marie est fondamental. L'empêchement de Hollande, l'empêchement de Marine Le Pen, l'empêchement de Nicolas Sarkozy. Jusque-là, c'était l'atout d'Alain Juppé, effectivement. Paradoxalement, cette figure antique incarnait le renouveau. Bon, il a un deuxième problème qui est survenu, d'ailleurs, c'est le seul dont il a dit du mal, c'est Emmanuel Macron. Et là aussi, regardez les enquêtes d'opinion sur les intentions de vote au premier tour. Chaque fois que Alain Juppé est testé avec Emmanuel Macron candidat, même contre François Hollande, il perd énormément de points. C'est-à-dire qu'il passe de plus de 30%, 32-33 à 25-26. Et ça aussi, pour lui et pour la droite, donc la question Macron du renouvellement. Voilà. Parce que Macron, c'est une figure du renouveau, plus renouvelé. C'est d'ailleurs intéressant de voir si Macron va se déclarer plus exactement avant la primaire, auquel cas il coule Alain Juppé, ou il peut le couler Alain Juppé et faire le jeu de Nicolas Sarkozy, ou bien s'il va attendre que la primaire soit passée. Moi, je voudrais faire juste remarquer la chose suivante. Le grand problème que nous vivons aujourd'hui, c'est de savoir si la vague populiste, qui est si puissante aux États-Unis, si puissante au cœur de l'ex-Europe de l'Est, si présente chez nous, qui vient de gagner en Grande-Bretagne, qui commence à menacer l'Allemagne, qui est présente en Autriche, si cette vague-là, qui est aussi fortement présente en Italie, si cette vague-là va tout emporter, ou bien si au contraire, si elle va tout emporter parce que moteur la peur, ou bien si au contraire, une vision plus réelle, c'est-à-dire capable d'affronter la complexité de notre temps, ses difficultés, et de redonner peut-être en effet un peu d'espérance, si ce camp-là va subsister. Et dans ce camp-là, il y a aussi bien François Hollande qu'Alain Juppé, c'est clair. Dans le camp d'en face, il y a le populisme dur et puis le populisme light. Mais est-ce que cette vague-là, qui est là, que nous mesurons chaque jour, est-ce qu'elle va tout emporter, y compris les Français, y compris la France, ou est-ce que nous allons résister à cette vague-là ? C'est la question centrale pour moi de l'élection présidentielle. C'est vrai. Alors, vous parliez de la peur et de l'espérance. On peut parler de François Hollande, de l'ambition et le remords. On se souvient de ce livre, le titre du livre de l'historien du parti socialiste, Bergogneau, l'ambition et le remords, où dans le fond il expliquait que pour certains socialistes, gouverner, c'est trahir. Et justement, François Hollande n'arrête pas de le dire. En tout cas, il fait une interview, un entretien à Pierre Nora et Marcel Gauchet dans la revue Le Débat, et il défend sa vision du social-libéralisme et ne comprend pas cette gauche qui considère que gouverner, c'est trahir. Et dans le fond, il veut incarner cette gauche de la responsabilité. Finalement, il aura fait bouger les lignes quand même. On lui tape dessus à François Hollande, mais il aura fait bouger les lignes sur ce socialisme. Oui, sauf qu'il les a fait bouger trop tard, trop peu.
et dans la confusion. Ouais. Voilà. Déjà avant l'élection présidentielle, justement, il reste l'homme de la synthèse. Il fait à la fois des déclarations comme quoi, sur les déficits, etc., il aura une politique responsable, et en même temps, il fait le discours du Bourget, etc. Ah, ça, il s'explique là-dessus. Bah oui, il peut expliquer. Maintenant, sortir Hollande est très fort pour justement sur le côté des explications théorisées, etc. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est qu'aujourd'hui, il est à, il y a 12% des Français qui veulent qu'il se représente. Et il a fait une politique qui est finalement assez courageuse, puisqu'il a pris des mesures, il a clairement choisi une ligne social-démocrate qu'il a assumée au gouvernement, même si dans la présentation, c'était jamais clair. C'est l'histoire du mariage pour tous, où il fait le mariage pour tous, et en même temps, il dit oui, mais les mères qui ne voudront pas marier, ils pourront ne pas le faire. Ce qui est totalement invraisemblable. Ouais. Et si vous prenez toutes les décisions qu'il a prises, qui globalement vont dans un sens, sont assez cohérentes, vont véritablement vers une social-démocratie assumée, eh bien, il y a toujours quelque chose qui fait c'est pas clair, et ça vient trop tard, ça vient trop peu. Le pacte de responsabilité, il fallait le faire 2 ans avant, etc. Et donc, à l'arrivée, il est dans cette situation où aujourd'hui, c'est quand même assez invraisemblable que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il ne reprend pas un point dans les sondages. Et donc, je vois pas comment, en l'espace de 2 mois... Mais il pointe quand même les socialistes et leur surmoi marxiste. C'est vrai que cette semaine, je recevais Marie-Noëlle Lienemann. Surmoi trotskiste, désormais. Oui, mais et j'avais le sentiment qu'il y a une certaine gauche, plan de relance, keynésien, classique, etc., nationalisation, etc. On a l'impression qu'il y a une nostalgie du programme commun et que dans le fond, ils veulent revenir à la parenthèse. Qu'il y ait une gauche qui vive qui joue le socialisme de 1980 contre celui de 83, c'est tout à fait possible. Qu'il y ait une gauche comme celle de Gérard Filoche qui soit restée un peu plus en 75 qu'en 2016, c'est tout à fait possible. Mais ce que reprochent les Français à François Hollande, ça n'est pas de ne pas être un révolutionnaire, et ils ne veulent pas l'abolition de l'économie capitaliste, ni même la transition au socialisme. Prenez l'affaire Alstom, ce qui coûte en fait au gouvernement, malgré d'ailleurs tous les efforts du secrétaire d'État qui vient d'être nommé, qui est Christophe Sirugue. Ce qui leur manque, c'est qu'il n'y a plus, par exemple, les outils de politique industrielle, par exemple le corps des ingénieurs qui a été dissous quasiment par Madelin. Ce type de manque d'outils, de volonté politique, de capacité à influer sur l'action, l'aurait reproché au centuple par les Français. C'est ça qu'il aurait reproché. C'est pas le fait, c'est pas réformisme ou révolution, c'est pas d'avoir renoncé à la transition au socialisme ou abolir la société capitaliste. Je pense qu'il y a une société qui est tout à fait modérée dans ses exigences. En revanche, elle s'aperçoit que l'essentiel du pouvoir n'est plus dans les mains des gouvernants. C'est ça qui lui est reproché. Je crois surtout que François Hollande, président de la République, il est rattrapé par François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste. Exactement. Gaël parlait du Parti socialiste des années 70. Mais quand vous demandez à un socialiste de ces années-là ce qu'il est, son identité, il vous dit, moi j'ai un objectif, je vais rompre avec le capitalisme de long terme. À moyen terme, on va changer la vie. Et puis à court terme, on a une méthode pour prendre le pouvoir, c'est l'union de la gauche. Bon. Et ce qu'on appelle les synthèses de l'époque, c'est un courant très fort sur ces axes-là, le courant Mitterrand. Et puis, au gré des congrès, des circonstances, un jour avec Rocard et Mauroy, le lendemain avec le CRS, et ainsi de suite. Il y a une structuration de l'identité socialiste. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire que les fameuses synthèses hollandaises n'ont été que des synthèses de personnes qui n'avaient parfois, lisez le livre de Mélenchon, qui n'avaient parfois ni queue ni tête sur le plan idéologique. Un jour avec Drey, Hamon et Montebourg, et puis le lendemain avec n'importe qui, n'importe comment, au gré des circonstances. C'est ça qui s'est passé pendant 10 ans. Il n'y a pas eu de travail profond sur l'identité socialiste. Et c'est dans cet état-là, fortement impréparé, qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui, la fragmentation, où il n'y a plus rien de commun entre Manuel Valls ou Gérard Filoche et Benoît Hamon, alors qu'ils sont dans le même parti, c'est ça qui est payé aujourd'hui et qui menace le Parti socialiste. Et c'est pour ça que le phénomène Macron, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une bulle médiatique. Il est très dangereux parce que ce qui menace aujourd'hui le Parti socialiste, c'est l'éclatement. Oui, parce qu'il y a les deux mamelles de l'idéologie aujourd'hui, c'est le narcissisme et le trotskisme. Exactement. C'est vrai, le trotskisme ayant remplacé, pour ceux qui veulent se dire à gauche, la référence au Parti communiste et au marxisme hier. Et sur la période Mitterrand, rappelons-nous toujours cette chose. Mitterrand engage le pays dans une transition. Ce n'est pas une transition vers le socialisme. Mitterrand décide en 83 d'entrer en transition vers l'économie de marché. Et nous y sommes aujourd'hui. D'où la fameuse distinction de Jospin. Oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Non, parce qu'il y a toujours des tentations de retour en arrière. D'abord, moi je pense que le bilan de François Hollande sera réévalué.
quand on regardera les faits. Mais oublions cela. Et regardons aussi... Vous voulez dire qu'on se rendra compte qu'on a été injuste avec lui? Absolument, absolument. Mais regardons aussi le traitement que lui inflige la gauche. Car la gauche aujourd'hui est suicidaire. Quand vous pensez que vous avez, prétendant à des postes de président de la République, un Benoît Hamon, mais que diable a donc apporté Benoît Hamon? On lui avait 5 mois ministre de l'Éducation et il a pris il est filé à l'anglaise, si j'ose dire. Je veux dire, c'est quand même invraisemblable. Montebourg, qu'a-t-il apporté à nos Montebourg? Et ainsi de suite. Qu'a apporté d'ailleurs Emmanuel Macron entre nous. On le voit sur l'affaire Alstom, sans doute pas grand-chose. Et tous ces gens prétendent aujourd'hui faire prévaloir leur propre ego. Plus vous avez Mélenchon et les frondeurs qui sont, eux, dans un travail de déconstruction systématique depuis le début du quinquennat. Donc voilà, l'état de la gauche, pour François Hollande, c'était quasiment mission impossible. La crise de la social-démocratie, elle ne date pas de François Hollande, il faut être indulgent avec lui. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on observait déjà pas limité à la France. Une panne de carburant idéologique des partis sociaux-démocrates qui arrivaient au pouvoir dans tous les pays européens, en Italie, en France, etc., mais qui étaient privés de toutes les capacités idéologiques de s'adapter aux mutations de la société. Donc il y a un problème de long terme et il y a un problème lié à ce quinquennat et à son problème d'incarnation à lui, et puis ce problème effectivement qu'il arrive aussi aux commandes d'un État qui est certes peut-être assez pléthorique, mais qui n'a surtout plus beaucoup de pouvoir pour influer. Il n'a pas la politique commerciale, il n'a pas la politique budgétaire, il n'a pas la politique monétaire. Enfin, un ministre de l'économie aujourd'hui, que peut-il? Un ministre du travail encore moins. Et donc, en fait, ils sont forcés de décevoir puisqu'ils n'ont plus le moindre levier. Alors, je voudrais parler de l'Europe, mais bon, je pense qu'on n'a pas perdu. Vous voulez parler de l'Europe? Ah bon, vous voulez parler de l'Europe? Vous voulez dire un mot de Trump aussi, mais si vous votez l'Europe. Alors, on va écouter Jean-Claude Juncker et on en reparle. Die Europäische Union ist zurzeit nicht in Topform. L'Union européenne n'est pas actuellement au meilleur de sa forme. Les choses n'ont pas évolué de la meilleure manière. On peut considérer que dans certains domaines, nous devons faire face à une crise existentielle de l'Union européenne. Le nombre de dossiers sur lesquels nous collaborons avec solidarité sont trop faibles. Les intérêts nationaux priment trop souvent. Bon, le constat est dur, il le fait lui-même. Mais bon, alors il y a un sommet demain. Pourquoi on va y décider quoi? C'est bien joli d'aller à des sommets, mais dans le fond, pour décider quoi? Cette idée de défense européenne, c'est quand même une vieille lune. C'est pas une vieille lune, c'est une idée que la France a tuée elle-même et dont elle a aujourd'hui furieusement besoin. Et elle est la première à demander qu'à l'agenda de l'Europe figure la défense européenne avec des progrès qui vont être certainement enregistrés. Qui l'a tuée? Notons d'abord qu'avant, il y avait très peu de sommets européens et que ces sommets européens étaient des instances solennelles, décisionnaires et donc précédés d'une forte mise en scène. Aujourd'hui, ils sont quasiment, il y en a un tous les 15 jours ou un tous les 3 semaines, et ils sont pour l'essentiel informels. Donc ne plaçons pas une attente sur ce qui est un sommet informel et qui ne va pas être... D'accord, mais il y a toujours des sommets informels. Alors on décide où et quand? Ils décident. C'est le problème d'une Europe à 28 désormais Sans à 27. Les Anglais maintenant. Désormais à 27, c'est que les processus de décision sont lents et longs. Mais si vous regardez avec un petit peu de distance ce qui nous est tombé sur le coin de la figure, c'est-à-dire la crise financière, c'est l'Europe qui nous en a sorti, c'est la Banque centrale qui nous en a sorti, avec retard, avec du temps, avec de la difficulté, parce qu'il a fallu convaincre les Allemands de faire du chemin sur la solidarité précisément, ce qu'ils tardaient à faire, et ainsi de suite. Les questions de terrorisme et de défense, nous y sommes, et vous allez voir qu'il y a un changement historique qui est en train de se produire, c'est la conversion de l'Allemagne à une politique de défense. C'est la conversion des petits, de la Hongrie même, de la Pologne, de la Tchéquie, à des politiques de défense européenne, parce qu'ils commencent à comprendre que nous en avons besoin. Et vous verrez qu'un certain nombre de choses seront actées. Donc, après, c'est pas des choses comme ça où vous décidez... Non, mais qu'est-ce qui peut redonner dans le fond une âme à l'Europe aujourd'hui ça, c'est une autre question. Mais il faut accepter aussi de prendre l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire avec des institutions qui sont... où il faut d'abord créer du consensus, d'abord créer un accord. À 27, c'est compliqué.
Oui, moi j'ai été agréablement surpris par le discours de Juncker, parce que je pense qu'il a reposé... Oui, bon discours. Il a redit des choses essentielles. L'Europe, c'est un socle de valeurs, de choses comme l'économie sociale de marché, comme cette idée qu'il faut de la régulation... Tout ça, c'est une bonne chose. Il a quand même donné 2 ou 3 exemples, et notamment la défense. Donc tout ça, c'est bien. Et ça intervient à un moment où, il ne faut pas le nier, l'Europe est dans une situation très difficile avec toutes les crises qui se sont accumulées, où l'Europe, d'ailleurs, souvent n'est pas la première responsable. Les réfugiés, ce n'est pas de la faute de l'Europe. La crise financière, elle est venue des subprimes américains. Mais enfin, le résultat, c'est que face à ces crises, l'Europe a eu du mal à trouver les bonnes réponses, que en matière économique, il y a faute d'être allé plus vite et plus loin, notamment dans l'harmonisation des systèmes de la fiscalité, des systèmes sociaux, etc. Elle a un vrai problème pour apporter des réponses à toutes ces crises. Et en plus, il y a actuellement un mauvais alignement des planètes, dans la mesure où quasiment tous les pays qui sont les pays leaders de l'Europe sont dans une situation proche d'élections, où, comme l'Angleterre avec le Brexit, la France, l'Allemagne, l'Espagne, tous ces pays-là vont avoir donc des gouvernements qui sont dans une situation difficile. Donc voilà, tout ça pour l'instant, l'Europe est dans une situation difficile, attaquée de toutes parts, elle est peu défendue, parce que là aussi, une certaine lâcheté de tous les gouvernements qui, chaque fois qu'ils ont un problème, disent c'est la faute de l'Europe. Et donc, il était temps, je pense, alors Juncker le fait à sa place, qui n'est pas immense, c'est pas un immense leader, mais c'est bien quand même d'avoir, je pense, réaffirmé ce qu'il a dit, les valeurs de l'Europe. Gaël ? Oui, je crois que, là, l'Europe est en crise, mais il me semble que c'est plutôt à l'honneur de François Hollande d'avoir essayé de de redonner un projet, notamment par 2 choses. D'abord, il y a le rapport Le Drian-von der Leyen sur la défense, d'une part, mais d'autre part, en disant non au TAFTA. C'est-à-dire qu'il a obtenu un écho dans les opinions publiques européennes qui est plutôt salvateur, parce que ce projet, en fait, permettait... niait quasiment à l'idée d'Europe en la noyant dans un grand marché unique avec les États-Unis. Et donc cette initiative politique-là, elle est salutaire. Elle va d'ailleurs être confirmée la semaine prochaine, puisqu'un sommet Bratislava post-chef d'État qui est celui des ministres du commerce extérieur. Mais ça, c'est plutôt une nouvelle, j'allais dire, heureuse pour l'Europe, parce qu'elle rencontre un écho, et on le voit très bien dans la presse européenne, l'écho que cette nouvelle a reçu parmi les opinions publiques de ces pays-là. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et d'autre part, il y a une régression d'ailleurs de la volonté de s'aligner sur le libre-échange au niveau des pays européens, puisqu'il y avait une lettre qui était signée par 12, la dernière lettre qui était signée donnant mandat à la Commission largement pour ouvrir les marchés était 12 États, et là on est tombé à 9 ou 10 au maximum. Ouais. Merci beaucoup. Donc on ne dira pas le mot de Trump. Oui, c'est déjà fini, vous vous rendez compte. Trump, c'est un sujet. Ah, c'est un sujet, on fera une émission entière. Merci à tous, merci à Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.